fin des années 70, Détroit n'est plus tout à fait la vitrine triomphante de l'industrie automobile américaine qu'elle fut pendant plusieurs décennies. Les grandes artères sont toujours bordées d'usines gigantesques, mais derrière les façades de briques rouges, les chaînes de montage ralentissent. Certaines s'arrêtent, d'autres disparaissent purement et simplement, laissant derrière elles des quartiers entiers fragilisés. Une jeunesse confrontée à un horizon social de plus en plus incertain. Et une ville traversée par ce mélange étrange de grandeur passée et de futur anxieux qui deviendra presque malgré elle le berceau d'une révolution musicale mondiale. C'est dans ce contexte précis que grandissent Rowan Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson, trois amis issus de la banlieue de Belleville qui passent une partie de leur nuit à écouter religieusement la radio locale. Notamment l'émission Midnight Funk Association, animée par The Electrifying Mojo, dont la programmation défie toutes les catégories existantes en faisant cohabiter George Clinton et Prince avec Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra, Gary Newman ou encore Devo. Comme si les frontières entre funk afro-américain, pop futuriste européenne et électronique expérimentale n'avaient soudain plus aucune pertinence. Cette collision permanente de styles ouvre un espace mental nouveau. Elle donne à ces adolescents l'intuition qu'une autre musique est possible. Une musique qui pourrait parler à la fois du corps, de la danse, de la technologie et de l'avenir urbain. Rowan Atkins, lecteur assidu d'ouvrages de prospective comme ceux d'Alvin Toffler, commence à imaginer une bande-son pour des sociétés automatisées encore à venir. Tandis qu'avec Richard Davis, ils fondent Cybotron, un projet qui mêle rythmique électronique rigide, synthétiseurs glacés et thématiques futuristes, annonçant déjà une rupture nette avec la soul et le funk traditionnel. Lorsqu'il enregistre sous le nom de Model 500 des morceaux comme No UFOs, la grammaire sonore se précise encore. Séquenceur, boîte à rythme, ligne de basse synthétique programmée note par note, répétition assumée comme moteur esthétique et non plus comme une simple contrainte technique. Parallèlement, Détroit n'était pas isolé. La ville était en dialogue constant avec la scène house de Chicago. Rowan Atkins, notamment, échangeait avec des DJ et producteurs comme Frankie Knuckles, Larry Heard ou JC Saunders, s'inspirant de la house en train d'émerger pour créer des rythmiques électroniques plus dansants et ouverts, tout en conservant la rigueur futuriste propre à Détroit. Cette interaction transfrontière contribua à façonner la techno telle qu'on la connaît, à la croisée de la mélodie, du groove et de l'expérimentation sonore. Derrick May, de son côté, développe une écriture plus émotionnelle et presque orchestrale, culminant en 1987 avec Strings of Life, morceau incandescent où des accords de piano samplés semblent porter toute l'urgence d'une génération, tandis que Kevin Saunderson explore une facette plus accessible avec Inner City, prouvant que cette nouvelle musique peut aussi dialoguer avec la pop, sans renier ses racines futuristes. Ensemble, ils forment ce que l'histoire appellera plus tard les Belleville Three, trio fondateur dont l'influence s'étendra bien au-delà du Michigan. Pourtant, à ce moment-là, le mot techno n'est pas encore solidement installé dans le vocabulaire populaire. Il circule, inspiré notamment par un morceau de Cybotron intitulé Techno City. Mais il faudra attendre la compilation techno de New Dance Sound of Detroit, publiée en 1988 en Angleterre, pour que le terme se fixe véritablement et serve d'étiquette à ce courant en pleine expansion. Je ne peux pas parler de techno sans évoquer les sampleurs. Ces machines qui ont ouvert un monde nouveau à Détroit à la fin des années 80. Face à des budgets limités, beaucoup de producteurs ne pouvaient pas se permettre d'acheter toutes les boîtes à rythme ou synthés qu'ils rêvaient d'avoir. Les premiers sampleurs, Akai S900 et S950, EMU Emulator et SP1200, parfois même des Fairlight dans les studios les plus équipés, sont alors devenus des alliés essentiels. Ils permettaient non seulement de capturer des sons existants, des boucles de batterie ou des extraits de morceaux, mais aussi de recréer des patterns rythmiques à partir de machines inaccessibles.
de décomposer et réassembler des sons jusqu'à inventer de nouvelles textures. C'est grâce à ces instruments que la génération de Détroit a pu construire une techno à la fois artisanale et futuriste, transformant chaque sample en matière première pour créer des motifs répétitifs, hypnotiques et profondément inventifs. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe vit ses propres bouleversements électroniques. En Allemagne, dès les années 70, Kraftwerk a ouvert une brèche irréversible en transformant la musique pop en laboratoire futuriste, remplaçant guitare et batterie par des synthétiseurs analogiques, des séquenceurs et des boîtes à rythme, tout en développant une esthétique visuelle épurée, quasi industrielle, qui célèbre autoroutes, ordinateurs, robots et réseaux ferroviaires. Des albums comme Autobahn, Trans-Europe Express ou The Man Machine posent une idée radicale. L'homme moderne et la machine ne sont plus opposés, mais ils fusionnent. Cette philosophie marquera profondément les producteurs de Détroit. Juan Atkins citant régulièrement Kraftwerk comme l'une de ses influences majeures, non seulement musicale, mais conceptuelle. Dans le Royaume-Uni de la fin des années 80, l'explosion de l'acid house et des raves illégales annonce déjà un basculement générationnel. Avec ces fêtes organisées dans des entrepôts, des champs, sous des échangeurs autoroutiers, où des milliers de jeunes se retrouvent pour danser toute la nuit sur des rythmes électroniques répétitifs, amplifiés par des systèmes sonores colossaux. Alors que Détroit continue de structurer sa scène locale et transatlantique, l'Europe découvre ces sons et commence à leur donner un cadre nouveau. Berlin, après la chute du mur en 1989, devient un gigantesque chantier urbain, une zone grise remplie d'immeubles administratifs abandonnés, de centrales électriques désaffectées, de bunkers hérités de la guerre et des caves sans statut juridique clair. Autant d'espaces propices à l'émergence d'une contre-culture nocturne, qui cherche moins à fêter la réunification officielle qu'à inventer une communauté transitoire, fondée sur la musique, la danse et l'effacement temporaire des identités sociales traditionnelles. La techno s'y implante presque naturellement, portée par des collectifs, des DJ et bientôt par des clubs devenus mythiques, comme le Trésor, installé dans l'ancienne chambre forte souterraine d'un grand magasin de la Potsdamer Platz, où des artistes de Détroit, comme Jeff Mills, Underground Resistance, Blake Baxter, viennent régulièrement jouer, scellant une alliance durable entre les deux villes. Dans ces sous-sols de béton, éclairés par des stroboscopes et saturés de basses, la techno se radicalise encore, devenant plus minimaliste, plus martiale, parfois plus sombre, comme si la répétition mécanique du kick résonnait directement avec l'architecture brute des lieux, tandis que la foule disparaît dans la pénombre, formant une masse compacte où le DJ cesse d'être une star visible pour devenir une sorte d'ingénieur du temps, pilotant les machines derrière une table encombrée de câbles, de vinyles et de platines. À la base de tout ce mouvement se trouvent des instruments devenus mythiques, presque par accident. Les boîtes à rythme Roland TR-808 et TR-909, la TB-303 conçue initialement pour accompagner des guitaristes, les TR-606 et 707, ou encore des synthétiseurs monophoniques comme le SH-101 ou le Sequential Pro One, ou les polyphoniques chaleureux tels que le Juno 60. Abandonnés à bas prix sur le marché de l'occasion dans les années 80, ces machines sont récupérées par une génération de producteurs qui les détournent de leur fonction première pour en faire des moteurs rythmiques et harmoniques entièrement nouveaux. Programmant des patterns, synchronisant des séquences, cherchant à repousser leurs limites techniques jusqu'à transformer la contrainte en style. C'est cette alliance entre ruines industrielles, futurisme sonore et bricolage électronique qui va constituer le cœur idéologique de la techno. Une musique née non pas dans les studios luxueux de l'industrie traditionnelle, mais dans des chambres, des garages et des caves, façonnés par des passionnés persuadés que quelques machines suffisent à bâtir un monde sonore entier. Au début des années 90, alors que Berlin s'impose comme l'un des nouveaux centres névralgiques de la culture électronique européenne, Détroit continue d'irriguer la scène mondiale par l'intermédiaire d'artistes dont la radicalité sonore et l'attitude politique confèrent à la techno une profondeur idéologique rarement associée jusque-là à la musique de club.
notamment avec Underground Resistance, collectif fondé par Mad, Mike Banks et Jeff Mills, qui défendent une vision militante, futuriste et farouchement indépendante, refusant les logiques commerciales au profit d'une esthétique quasi clandestine, dissimulant les visages derrière des pseudonymes et des visuels militaristes, pour rappeler que cette musique n'est pas un produit de consommation comme les autres, mais une arme culturelle. Une manière de reprendre le contrôle symbolique sur des paysages urbains dévastés par la désindustrialisation. Au-delà de l'aspect militant et futuriste, ces collectifs et clubs représentaient des espaces communautaires essentiels pour les minorités afro-américaines de Détroit. Dans une ville marquée par la désindustrialisation, la ségrégation économique et des taux de chômage élevés, la techno offrait un lieu de rassemblement sûr où l'expression artistique, la danse et le partage culturel permettaient de renforcer les liens sociaux et de créer une identité collective. Ces espaces servaient aussi de pont intergénérationnel. Des jeunes et des plus âgés se côtoyaient, échangeant savoirs musicaux et conseils techniques. La techno n'était donc pas seulement un genre musical, c'était un véritable mouvement social et culturel, un moyen de résister symboliquement à la marginalisation urbaine, de réaffirmer sa présence dans la ville, de construire des réseaux d'entraide et de créativité qui perdurent encore aujourd'hui. Jeff Mills, justement, incarne peut-être plus que tout autre cette figure du technicien visionnaire, capable de transformer la TR-909 en véritable instrument soliste, poussant sa programmation à un niveau de précision inouï, tout en manipulant les patterns en direct, créant sur scène une tension presque mécanique, implacable, qui lui vaut rapidement le surnom de The Wizard. Ces sets au trésor berlinois contribuent à forger le mythe d'une connexion transatlantique durable entre Détroit et l'Europe, tandis que ses productions solo, notamment sur son label Axis, définissent une techno rapide, sèche, futuriste, débarrassée de toute fioriture superflue. En 1992, lorsqu'il publie Waveform Transmission Volume 1, Jeff Mills propose un manifeste sonore qui condense cette vision radicale. Rythme ciselé au millimètre, texture minimaliste, tension continue, et sur certains morceaux, usage emblématique du Roland SH101, synthétiseur monophonique devenu mythique pour ses lignes percutantes, illustrant parfaitement cette manière qu'a la techno de transformer des machines conçues pour l'apprentissage ou l'accompagnement en outils d'avant-garde capables d'ouvrir de nouveaux territoires esthétiques. Parallèlement, le Royaume-Uni voit émerger une figure à part, insaisissable et inclassable, qui va élargir encore le champ des possibles électroniques. Richard D. James, alias Aphex Twin, dont la musique brouille les frontières entre techno, ambiante, drill and bass et expérimentation pure, proposant des paysages sonores tantôt méditatifs, tantôt frénétiques, toujours traversés par une fascination pour les textures synthétiques, les rythmiques complexes et les détournements technologiques, qui contribuent à faire entrer la musique électronique dans un territoire plus introspectif, cérébral, parfois inquiétant, tout en restant profondément ancré dans une culture de club mutante et en constante recomposition. Dans cette effervescence, la techno ne cesse de se fragmenter, donnant naissance à des courants multiples qui témoignent de sa vitalité. La minimal techno explorée par Robert Hood ou Richie Hawtin dans ses périodes les plus épurées. La dub techno héritière de Basic Channel à Berlin qui enveloppe la pulsation dans des nappes réverbérées et brumeuses. La techno plus industrielle développée dans certains clubs européens. Ou encore les hybridations mélodiques qui s'imposent progressivement dans les grands festivals, dessinant une cartographie sonore de plus en plus vaste et parfois contradictoire, mais toujours reliée par ce battement régulier qui reste la signature fondamentale du genre. La France, elle aussi, trouve sa place dans cette histoire mondiale, avec une génération d'artistes et de collectifs qui installent durablement la culture techno dans les clubs et les raves hexagonales, à commencer par Laurent Garnier, figure centrale capable de relier Détroit, Manchester et Paris dans un même récit musical. Mais aussi des producteurs et performeurs qui, à partir des années 2000, revendiquent une approche plus physique et plus analogique du live électronique, renouant avec la manipulation directe des machines plutôt qu'avec l'ordinateur comme centre unique du dispositif scénique.
C'est dans cette filiation qu'apparaît au tournant du XXIe siècle Arnaud Rebottini, musicien français passionné de synthétiseurs analogiques et de dispositifs hardware, qui se distingue par une manière presque artisanale de fabriquer la techno, en s'entourant de machines devenues mythiques. Juno 60, Roland SH101, Sequential Pro One, TR-808, TR-909, 606, 707 et bien d'autres, qu'il synchronise entre elles à l'aide de protocoles de l'époque, notamment le MIDI originel, mais aussi grâce à des solutions hybrides modernes comme le Beatstep Pro d'Arturia, capable de piloter simultanément des instruments via CV Gate, MIDI et signaux de clock analogiques. Transformons la scène en véritable atelier électronique où chaque câble devient une artère et chaque séquence une pièce mécanique en mouvement. Aujourd'hui, la production techno se fait principalement sur des logiciels appelés DAW, Digital Audio Workstation. Ce sont des programmes sur ordinateur qui permettent de créer, enregistrer, mixer et arranger des sons. On peut y programmer des rythmes, créer des lignes de basse, superposer des mélodies, ajouter des effets et modifier les sons de manière très précise. Ces logiciels permettent aussi de contrôler des synthétiseurs et des boîtes à rythme branchées à l'ordinateur, ce qui combine le son physique des machines à la flexibilité numérique. Même pour ceux qui ne font pas de musique, l'idée est simple. Le DAW est devenu le centre de la création techno moderne, où se construisent les morceaux avant qu'ils ne soient joués en live ou diffusés. Chez Rebottini, la performance n'est pas une simple lecture de fichiers préprogrammés, mais une construction progressive, physique, risquée, où la techno se joue avec les mains, se règle en temps réel, se déséquilibre parfois avant de retrouver son axe. Rappelons que derrière la froideur apparente de cette musique se cache une tradition de bricolage, d'expérimentation et de tension permanente entre contrôle absolu et chaos potentiel. Exactement comme chez les pionniers de Détroit qui programmaient leur première boîte à rythme, ou chez Jeff Mills lorsqu'il poussait sa TR-909 jusqu'à ses limites sur les scènes berlinoises. À travers cette trajectoire qui mène des autoroutes fantasmées par Kraftwerk aux caves de Berlin, des garages de Détroit, aux festivals contemporains, des vinyles pressés à la main au système modulaire ultra-moderne, la techno apparaît moins comme un style figé que comme une méthode. Une manière de penser la musique en dialogue constant avec la technologie disponible, d'habiter le présent tout en projetant sans cesse un futur possible. Souvent sombre, parfois euphorique, mais toujours irrémédiablement lié à la transformation du monde industriel et numérique. Car ce qui se joue depuis plus de 4 décennies maintenant, ce n'est pas simplement l'histoire d'un genre musical, mais celle d'une relation intime entre les humains et leurs machines. Une histoire faite de détournements, de recyclage, de protocoles obsolètes ressuscités, de câbles analogiques branchés à côté de logiciels futuristes, et de nuits entières passées à chercher dans la répétition hypnotique d'un battement électronique. Une forme de communication temporaire capable de transcender les frontières géographiques, sociales et politiques. Elle a grandi dans les marges. Elle s'est mondialisée sans perdre son goût pour l'ombre. Et aujourd'hui, lorsque des artistes comme Arnaud Rebottini montent sur scène, entourés de synthétiseurs vieillissants reliés à des séquenceurs modernes, c'est toute cette histoire qui continue de vibrer dans chaque kick, dans chaque ligne de basse, dans chaque oscillateur instable, comme si Détroit, Berlin et Düsseldorf n'avaient jamais cessé de dialoguer à travers le temps.